facture, émission numéro 396. Aujourd'hui, il est victime d'un accident vasculaire cérébral en plein vol. C'est n'importe quoi ce qui est arrivé à mon père cette journée-là, puis à sa compagne. C'est vraiment n'importe quoi. Le commandant de bord ne déroute pas l'avion et ne communique pas avec les services d'urgence médicale au sol. Bonsoir, bienvenue à La Facture. Vous êtes à bord d'un avion pour un vol assez long. Vous tombez gravement malade. Y a-t-il une procédure dans ces cas qui oblige l'équipage à dérouter l'avion vers l'aéroport le plus proche? Non. L'équipage a-t-il l'obligation de consulter des services médicaux d'urgence au sol? Non. C'est le commandant de bord, et lui seul, qui a la décision finale. Voici l'histoire des derniers moments de Roland Patoine. Mon père, c'était quelqu'un qui aimait la vie. C'était un bon vivant. Il aimait ça rire, il aimait rencontrer les gens. Il était sympathique. Tout le monde l'aimait. Ça, c'est ma tante Cécile là, qui est allée passer la journée avec. Là. Ouais. Elle l'a fumé toute la journée. C'est toujours avec émotion que les enfants de Roland Patoine regardent ces images de leur père tournées il y a quelques années. Avant de prendre sa retraite, son dernier travail, ça a été conducteur d'autobus à la ville de Lévis. Il était très courtois. Il était très apprécié. Le 15 mars 2004, Roland Patoine se rend à l'aéroport Montréal-Trudeau. Âgé de 73 ans et veuf depuis peu, il voyage avec sa nouvelle compagne. Ce jour-là, il s'envole sur les ailes d'Air France en direction de la Tunisie avec une escale à Paris. En montant dans l'avion, il ne se doutait pas qu'il entreprenait son dernier voyage. Il n'y avait vraiment aucun problème de santé là, qui pouvait laisser supposer que ça allait arriver. Dans les prochaines heures, Roland Patoine sera victime d'un AVC à bord de l'avion d'Air France. Un accident vasculaire cérébral qui entraînera sa mort 5 jours plus tard dans un hôpital parisien. Aujourd'hui, sa famille veut absolument savoir si Air France a pris tous les moyens à sa disposition pour lui sauver la vie. On leur avait dit aussi, écoutez, on voudrait savoir qu'est-ce que c'est vos procédures d'urgence en vol. OK? Et de un. Et de deux, est-ce que vous les avez suivies? Si oui, est-ce qu'elles étaient appropriées? C'est le coroner Jacques Ramsey qui a mené l'enquête sur la mort de Roland Patoine. En plus de déterminer les causes du décès, il a aussi soumis plusieurs recommandations. Dans le cas de M. Patoine, ce qui est intéressant, je crois, c'est qu'on a là une occasion de réfléchir sur la direction, sur le degré de soins qu'on souhaiterait avoir à l'intérieur des aéronefs en 2007 et pour les années prochaines. Au début du vol, tout se déroule bien pour Roland Patoine. Mais lorsqu'arrive l'heure du repas, sa compagne remarque que quelque chose ne tourne pas rond. Elle est encore en train de manger, puis tout à coup, elle l'entend un petit peu geindre, puis lui faire un petit signe bizarre de la main. Fait que là, c'était là qu'elle s'est rendue compte que ça allait pas. Tout de suite, elle a prévenu les gens, le personnel de bord, qui sont venus voir ce qui se passait, puis tout de suite, il paraît aussi, on a fait un appel à savoir s'il y avait des médecins à bord. 2 cardiologues à la retraite viennent lui porter assistance. Donc, il est encore dans son fauteuil. Les médecins voient que ça va pas. Ils détectent tout de suite l'AVC. Sauf que là, on le déplace vers l'avant de l'avion, dans un petit endroit dégagé, où on l'étend par terre. À ce moment, selon le récit de la compagne, il est autour de minuit 20. L'avion est probablement au-dessus de Terre-Neuve et il n'est pas trop tard pour soigner Roland Patoine. C'est qu'il existe un traitement en cas d'AVC qui doit absolument être administré au patient à l'intérieur d'une fenêtre de 3 heures. Cette intervention, la thrombolyse, ne réussit pas à chaque fois, mais dans certains cas, elle peut augmenter de beaucoup les chances de survie. Pour le savoir, il faut donc dérouter l'avion.
Si on est au-dessus de Terre-Neuve, il y a là l'hôpital de St. John's qui avait toutes les facilités, qui est situé à 10 km de l'aéroport. La météo était bonne. L'avion aurait pu se poser 10 km sur route. Et là, on avait le personnel en urgence et en neurologie pour donner le traitement. Mais dans le rapport du coroner, on peut lire aussi deux autres versions des faits qui modifient ce scénario. D'abord, celle des médecins, qui au moment où ils sont appelés au chevet de Roland Patoine, croient qu'il est 1h du matin, soit 40 minutes plus tard que la version de la compagne. Et ensuite, la version d'Air France qui prétend que l'incident s'est produit à 2h du matin. Dans ce cas, l'avion est alors à 90 minutes de vol passé Terre-Neuve. Dans ces deux scénarios, les chances de traiter Roland Patoine en moins de 3 heures s'amenuisent ou deviennent quasi nulles. Si l'avion est déjà rendu un petit peu plus à l'est, là, on est vraiment touch and go, là, et ça devient plus difficile. Ici, on est encore plus loin, mais c'est impossible. Selon le commandant, l'appareil est à mi-chemin. Et avec 2 médecins à bord, il décide de ne pas dérouter l'avion. Pourtant, avant de prendre cette décision, il aurait pu obtenir de l'aide au sol à Paris en communiquant avec le SAMU, le service d'aide médicale urgente. Cet organisme, partenaire d'Air France, aide à évaluer les soins à donner aux passagers et s'il faut, oui ou non, dérouter l'avion. Mais jamais le commandant n'a appelé les spécialistes du SAMU. Pourquoi il l'a pas fait? Pourquoi? Je ne sais pas. Il aurait dû le faire. Il aurait dû le faire parce que là, à ce moment-là, il aurait eu tous les éléments en main. Pourquoi il l'a pas fait? Je ne sais pas. Pour avoir été moi-même appelé au chevet de passagers en avion, c'était une grosse décision de dérouter un avion. Des fois, on pourrait bénéficier de parler à quelqu'un qui connaît bien cette situation-là, qui prend cette décision-là sans toutes les motivités qui entourent ça. La réalité, ce soir-là, c'est que l'avion poursuit sa route vers la France. Pour nous, de penser à notre père faisant le vol comme ça, finissant le vol comme ça, dans cet état-là, c'était là, inconcevable. Là. C'était vraiment presque inhumain. Arrivé à Paris, les problèmes s'accumulent. Roland Patoine n'est pas évacué immédiatement vers l'urgence d'un hôpital. C'est l'ambulance de l'aéroport qui vient le chercher et qui le transporte plutôt à l'infirmerie. Pour une raison que tout le monde ignore encore aujourd'hui, il y passera 3 heures. Ce qui se passe pendant ces 3 heures-là, pas grand-chose. C'est le changement de chiffre. Ce que la compagne de mon père a dit, c'était le changement de chiffre. Donc, une nouvelle personne qui sont arrivées, ont installé un soluté. Finalement, au bout de 3 heures d'attente, on annonce à la compagne de Roland Patoine qu'une ambulance privée est sur le point d'arriver. Elle récupère 200 € au bureau de change pour payer les ambulanciers, mais à leur arrivée, ceux-ci exigent le paiement de 233 € avant de quitter l'aéroport. C'est quand même une madame là, qui se tient debout, là, qui est capable d'en prendre. Là. Puis elle leur a dit, écoutez, là, roulez, on s'occupera de l'argent plus tard. Là, c'est il est temps qu'on l'amène à l'hôpital. Donc, ils ont roulé, mais ils ont roulé vers un guichet. Puis un autre. Puis un autre. Puis un autre, parce que la carte ne fonctionnait pas. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Mon père, lui, est dans l'ambulance pendant 1 heure de temps. À 10h20, Roland Patoine arrive finalement à l'urgence du centre hospitalier Robert Ballanger, où son état est jugé stable. Dans ces cas-là, c'est soit ça passe, soit ça casse. Dans le cas de mon père, bien, ça l'a cassé. Ça s'est détérioré beaucoup dans la nuit du 19. Puis le 20 à 6 heures du soir, heure de Paris, il est décédé. L'élément essentiel pour évaluer les chances de survie de Roland Patoine, c'est finalement de déterminer s'il existait une possibilité de dérouter l'avion. Est-ce qu'on aurait pu sauver la vie de Roland Patoine? Oui, effectivement. Écoutez, ce scénario-là, on pouvait certainement l'envisager. C'était du domaine du possible. Est-ce que c'était automatique? Non, il y a un certain nombre de conditions qui faisaient en sorte que ça aurait pu se produire et ça n'aurait pu pas être le cas. L'idée, c'est de se donner les moyens. Et puis, après ça, tout ce qu'on peut faire, c'est faire son possible.
les ambulanciers parisiens qui ont forcé la conjointe de Roland Patoine à arrêter à plusieurs guichets bancaires avec leurs patients à bord de l'ambulance ont-ils agi de façon humaine? Leur patron va répondre à nos questions là-dessus. L'aviation civile internationale devrait-elle adopter une procédure obligatoire pour des cas majeurs de cette nature? Nous vous en parlons après la pause. Plus de 2 milliards de passagers sont transportés chaque année par avion. Ces passagers sont de plus en plus âgés, donc à risque. Combien d'incidents graves ou même de décès surviennent en vol? Il n'y a aucune donnée internationale là-dessus et les compagnies aériennes que nous avons contactées refusent de nous en parler. L'Organisation de l'aviation civile internationale recommande aux transporteurs aériens d'adopter des mesures pour faire face aux urgences médicales en vol. Mais la tradition du commandant seul maître à bord après Dieu a la vie dure. C'est n'importe quoi ce qui est arrivé à mon père cette journée-là, puis à sa compagne. C'est vraiment n'importe quoi. Pour la famille Patoine, cette journée du 16 mars 2004 a été une suite de cafouillages malheureux. Au cœur de cette triste histoire, il reste pour eux une question fondamentale. Pourquoi le commandant n'a pas appelé le service d'aide au sol, ce qui aurait pu, peut-être, le convaincre de dérouter l'avion? Il devrait ne pas avoir le choix. Il devrait, aussitôt qu'une situation semblable se présente, là, c'est automatique. Là. C'est même pas lui qui appelle au sol, c'est quelqu'un d'autre, puis on contacte tout de suite le service médical. Encore aujourd'hui, cette décision est laissée à la discrétion du commandant et les experts ne s'entendent toujours pas à ce sujet. Il faut avoir un contact avec le sol, il faut se faire aider avec le sol pour savoir si on peut dérouter, pas dérouter. Le docteur Michel Coupa est président du Conseil médical de l'aviation civile française. Il estime que l'appel au service d'aide au sol devrait être obligatoire en cas d'urgence médicale et que la réglementation internationale ne va pas assez loin. Mais il y a un problème réglementaire aussi, c'est quand même le commandant de bord qui, en dernière analyse, est le maître à bord. Donc le médecin ne peut lui donner qu'un conseil, mais c'est au commandant de bord de décider. Ça fait partie de la réglementation internationale. Et certains commandants de bord n'appellent pas toujours encore le SAMU. C'est une recommandation, mais on ne peut pas le faire passer comme une obligation pour l'instant. Le docteur Claude Thibault ne partage pas cet avis. Directeur médical pour Air Canada durant 13 ans, il croit qu'on doit laisser le pilote libre d'agir et qu'il n'est pas nécessaire d'obliger les grandes compagnies aériennes à faire appel à un service d'aide médicale au sol. Je ne pense pas que ça ait besoin d'être généralisé pour le moment. Ça va selon les opérations. Chaque transporteur devrait faire une analyse de son opération et basé sur le résultat de cette analyse-là, à ce moment-là, dire on a avantage à faire ça, d'une part pour la santé des passagers et d'autre part pour l'aspect économique relié aux transporteurs. Est-ce qu'on aurait pu dérouter l'avion de Roland Patoine? Nous ne le saurons jamais. Mais une chose est certaine, arrivé à Paris, son évacuation aurait pu être beaucoup mieux gérée. Du côté d'Aéroport de Paris, où Roland Patoine a attendu 3 heures, le chef du service médical nous a confirmé que la durée normale d'un transit à l'infirmerie de l'aéroport est d'au maximum 1 heure. Il n'avait toutefois aucune explication à nous fournir sur le cas précis de Roland Patoine. Pour ce qui est de la compagnie d'ambulance LMC qui a transporté Roland Patoine à l'hôpital, son porte-parole met en doute la version de la compagne de M. Patoine, selon laquelle le véhicule d'urgence s'est arrêté à 4 reprises au guichet. Il ne croit pas que les ambulanciers aient mis 1 heure pour faire le trajet, mais reconnaît tout de même qu'ils se sont arrêtés à 2 reprises pour obtenir les 33 € manquants et que cela est conforme aux façons de faire dans le secteur privé. C'est très courant, c'est courant. Ben oui, vous savez, comme je vous répète, nous sommes des ambulances privées, non publiques. Donc, le but est de transporter un malade, bien entendu, dans les meilleures conditions possibles. Mais il est aussi de se faire régler la course lorsqu'on a affaire à des personnes venant d'étrangers, quoi, voilà. Hein. On comprend ça, qu'il faut se faire payer quand on est en entreprise privée. On ne fait pas la charité chrétienne, tout. On ne peut pas faire ça tout le temps. Mais il y a quelque chose qui est un petit peu offensant. C'était inconcevable. Inconcevable, là. On ne pouvait pas imaginer qu'une situation semblable puisse se produire en France.
Le président du Conseil médical de l'aviation civile française est lui aussi très étonné par cette pratique. Il y a une déontologie qui, là, n'a pas été respectée, voilà ce qu'on peut dire. Pour ce qui est arrivé à leur père, tout au long de cet interminable voyage, la famille Patoine a porté plainte au tribunal de grande instance de Bobigny, où une information judiciaire a été ouverte. Il y a toujours des choses qu'on peut améliorer. C'est un processus dynamique, ça. C'est pas toujours des pas de géant qu'on fait, ce sont des petits pas, mais on peut toujours aller chercher un petit peu plus de sécurité. On sait que dans un cas pareil, même s'il y avait eu tous les soins, comme le coroner l'a dit, peut-être que ça n'aurait pas donné de meilleurs résultats, même s'il avait été amené tout de suite. C'est pas ça la question, c'est qu'il n'a pas eu sa chance. Malgré nos multiples tentatives, Air France a refusé de nous accorder une entrevue. Nous attendons toujours les résultats de l'enquête ouverte par la justice française. Cette enquête vise toute personne, physique ou morale, ayant eu un rapport avec cet incident. Il n'est pas exclu que des accusations d'homicide involontaire ou de non-assistance à personne en danger soient portées. Pour nous joindre, composez le 514-790-2636 ou le 1-800-790-2636.